Bonjour et bienvenue dans cette conférence. Cette conférence qui va vraiment développer plusieurs points importants pour nous, mais surtout pour vous, que vous puissiez découvrir, mieux connaître, pour certains peut-être, le modèle d'intervention qu'on appelle le modèle de Palo Alto, le modèle systémique, et qu'on appelle aussi le modèle de la thérapie brève, puisqu'il était vraiment développé par des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, même si après, son utilisation a été, j'ai envie de dire, très élargie, puisque c'est un modèle qui est utilisé en entreprise, etc. La brièveté, la rapidité de changement, en fait évidemment un outil séduisant, j'ai envie de dire, pour plein de lieux où les gens souffrent, parce que si on peut faire en sorte que les gens souffrent moins, que les gens soient le plus vite, j'ai envie de dire, allégés de ce qui est difficile, bien évidemment, c'est tout à fait intéressant. Alors, commençons donc par ce modèle. Alors, pourquoi l'appelle-t-on le modèle de Palo Alto ? Simplement... Attendez, j'ai un truc bizarre. Pourquoi l'appelle-t-on le modèle de Palo Alto ? Simplement parce que il a été créé à Palo Alto, donc en Californie, c'est une ville de Californie, Palo Alto, on en parle beaucoup pour Google, mais en fait il n'y a pas que Google, et c'est Gregory Bateson qui a vraiment mis en lumière la notion d'interaction. Donc c'est un anthropologue, biologiste, et il a fait des recherches dans des tribus, etc. Et il a mis en lumière le fait que l'être humain, en fait, nos comportements surtout ne sont pas définis par notre histoire pour lui, mais bien par la manière dont on répond au contexte. Et qu'à chaque moment de notre vie, on est en train d'essayer de mettre en place ce qui est le plus adapté au contexte dans lequel on se trouve. Alors, il a donc, après avoir mis en lumière cette interaction a pris de l'importance et s'est développé le courant systémique que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on va regarder les choses en termes de système, non plus en termes d'individu, mais voir comment l'individu par rapport au système. Alors, ce qui est important à dire, c'est que le système, c'est vrai que ce sont nos relations aux autres, mais c'est aussi nos relations à nous-mêmes. Donc, quand on parle de système, on ne parle pas que de comment ça se passe avec mon compagnon, mes enfants, etc., ou mes collègues. C'est aussi comment ça se passe moi avec moi. Quand j'arrive pas à dormir le soir, comment je réagis ? Qu'est-ce que j'essaye de faire ? Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas ? Donc, je suis aussi en interaction avec moi-même. Quand je vis une émotion, je gère cette émotion d'une certaine manière. J'ai de la colère, j'explose, je la retiens, etc. Et est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça m'aide pas ? Et donc, quand on va parler de système, on est vraiment dans un système au sens large et qui n'est pas limité au relationnel. Alors, ces découvertes de Bateson ont été utilisées par Paul Watzlawick, que peut-être certains connaissent, si on a fait la psycho, on connaît Paul Watzlawick, et ses collègues qui ont vraiment voulu se dire, mais si l'homme est déterminé, si les comportements, humains sont déterminés par le système, ça vaudrait la peine de travailler au niveau du système plutôt que de travailler au niveau individuel. Donc, par rapport à la psychanalyse, qui, à l'époque, donc, on est dans les années 50-60, la psychanalyse elle va en poupe, j'ai envie de dire, c'est la méthode pour travailler des souffrances humaines. Et bien, ils se disent, mais en fait, il y a moyen de faire autrement. Et ils décident de créer ce modèle de thérapie brève, de thérapie rapide. Pour eux, c'est en 10 séances, les choses doivent être réglées, et sinon, on s'arrête. Bon, on a vraiment assoupli ça, mais c'était l'idée. Ils ont été influencés par Milton Erickson, qui est connu pour l'hypnose ericksonienne, évidemment, mais qui a aussi contribué à leur recherche. Ils avaient des contacts extrêmement réguliers avec Milton Erickson quand ils ont vraiment développé et construit ce modèle de thérapie brève. Et donc, cette thérapie brève apparaît et va effectivement, comme je le disais tout à l'heure, se déployer, évidemment, dans le monde clinique, mais aussi dans le monde du coaching et puis dans le monde de l'entreprise. Alors, le modèle, comment ça se passe ? C'est une intervention en 4 étapes. La première étape, c'est de voir si on a un client, si on a quelqu'un qui est demandeur du changement. On va définir ce client, et c'est très important parce que, il faut quelqu'un qui souffre, il faut quelqu'un qui est prêt à bouger, etc. Donc, il y a une série de conditions qui vont être là. Et on sait bien tous qu'on ne peut pas faire changer les gens malgré eux. Et heureusement. Moi, je dis toujours heureusement, ça deviendrait de la manipulation, ce serait pas OK. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des personnes qui souhaitent changer et on va commencer par valider ça, qu'on a quelqu'un en face de nous qui veut changer. Et parfois, ce n'est peut-être pas la personne qu'on a en face de nous. On va avoir un enfant qu'on nous envoie en consultation. Puis, on va réaliser qu'en fait, ceux qui veulent le changement, ce sont les parents et on pourra travailler plutôt avec les parents. Une fois qu'on a ce client, qu'on a défini cette personne
qui est demandeuse du changement et qui souffre suffisamment de la situation que pour vouloir qu'elle change, on va décoder les choses. Alors on va décoder les choses de manière systémique, puisqu'on est en systémique. Et comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser le questionnement. On va questionner d'une manière vraiment très centrée sur ce qui se passe maintenant, donc actuel, ce qui est concret, c'est-à-dire qu'on va demander des exemples des moments où c'est difficile. Dites-moi la dernière fois qu'avec votre collègue ça s'est mal passé. Expliquez-moi la dernière fois où votre mari a piqué cette crise de colère que vous ne supportez plus. Expliquez-moi comment se passe au moment de l'endormissement. Vous me dites, je ne sais pas dormir, expliquez-moi comment ça se passe hier soir, par exemple. Et donc, on va vraiment aller chercher des questions, des séquences concrètes, et puis on va questionner interactionnellement. Vous me disiez que vous ne savez pas dormir, ok, donc vous allez au lit, et donc vous faites quoi? Vous réagissez comment? Et ça vous aide ou ça vous aide pas? Et ça va être en permanence cet aller-retour entre ce que la personne essaye de mettre en place et voir si c'est efficace ou non. C'est super important parce qu'évidemment, nous, on ne va pas proposer aux gens de faire quelque chose qu'ils ont déjà fait et qui n'a pas marché. Et en plus, dans notre modèle, je vais vous l'expliquer, ce qui a été tenté et qui n'est pas efficace va devenir, puisqu'on a une vision systémique des choses, va devenir finalement aussi quelque chose qui nourrit le problème. Et donc, on va travailler surtout sur arrêter ce qui nourrit le problème, bien évidemment. Donc voilà, si on a une personne en relation avec le monde, il y a un problème qui lui arrive, voilà, quel qu'il soit, hein, donc voilà, un manager agressif, voilà, un compagnon qui fait rien du tout, un jeune de 23 ans qui se bouge pas, enfin voilà. Et cette personne va avoir un regard, en fonction de sa personnalité et du passé. Donc c'est important de dire qu'on ne dit pas que le passé, évidemment, n'a aucun impact sur nous. Bien évidemment, nous sommes le résultat de nos expériences passées. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre approche, on va faire vivre de nouvelles expériences pour nous transformer. En fait, on pense que ça passe par l'expérience. Et donc, bien évidemment, nous sommes le résultat de ces expériences passées. Et en fonction de notre vision du monde, en fonction de ces expériences, etc., on va réagir d'une certaine manière. Ce qui a marché une autre fois, on va en général le mettre en place comme réaction, c'est assez logique. Quand j'ai un deuxième enfant, j'essaye de faire les mêmes choses qu'avec le premier, en tout cas pour ce qui a marché. Si ça fonctionne pas avec le deuxième, et quand on a pas mal d'enfants, moi c'était mon cas, j'en ai 4, si ça fonctionne pas avec le deuxième, évidemment, on se rend compte que finalement, c'est pas une méthode comme ça. Malheureusement, la parentalité, c'est de l'ajustement en permanence. Et en fait, c'est pas que pour la parentalité, c'est pour beaucoup de choses dans notre vie. Et donc, nous, on va chercher comment fonctionne le problème, ou plutôt comment dysfonctionne la situation, dans quelle relation on est avec notre problème, qu'est-ce qu'on essaie, plutôt que pourquoi ce problème est là. Plutôt que se demander pourquoi mon manager pique des crises de colère, pourquoi je n'arrive pas à mettre mes limites, je vais me demander comment j'essaye de les mettre et que j'échoue, puisque sinon je ne suis pas en train de demander de l'aide. Et donc on va utiliser le questionnement et puis on va reformuler ce fonctionnement, ce dysfonctionnement, ce fonctionnement du problème à la personne. On va lui montrer comment, quand elle réagit de telle ou telle manière, elle est en train, sans le vouloir, de maintenir le problème, de le nourrir en fait avec ses réactions. Et donc, en reformulant, ça va déjà être une forme de recadrage, je vais pas dire cadrage après, puisque ça va lui montrer comment, quand plus elle essaye par exemple de consoler son compagnon, plus celui-ci doit expliquer, justifier pourquoi il est triste. Et peut-être que du coup, il se rend encore plus triste. Et donc, on va montrer aux gens les cercles vicieux dans lesquels finalement ils sont enfermés. Et ça va leur montrer, c'est ça qui est super intéressant, en tout cas moi c'est des choses qui m'a séduite dans ce modèle, c'est ce que ça va leur montrer, comment ils sont en partie responsables, comment ils font partie du problème. Alors on pourrait se dire, oh là là, mais c'est culpabilisant, etc. Non, parce qu'on va justement le montrer de manière qui n'est pas culpabilisante, en disant, par exemple, ce que vous avez essayé pour votre enfant, c'est tout à fait logique, légitime de l'avoir essayé, et d'autant plus que ça avait marché avec l'aîné, vous avez bien fait d'essayer. Maintenant, on voit que ça ne marche pas, on a même l'impression qu'avec lui, plus vous mettez des sanctions, plus c'est l'escalade, enfin je sais pas, voilà, plus. Et donc on va dire, voilà, donc il faut malheureusement changer quelque chose. Et donc c'est vraiment important pour nous que la personne puisse être actrice
se sentir actrice et retrouver du pouvoir. En fait, c'est vraiment ça qu'on va montrer, même dans des situations de harcèlement, la personne a l'impression qu'elle subit, qu'elle est victime, et on va vraiment essayer de lui montrer que non, en fait, qu'elle n'est pas victime, qu'elle fait partie, même si effectivement elle en souffre, et effectivement l'autre est peut-être complètement odieux, mais qu'elle a la capacité de changer des choses, que ses réactions à elle, en fait, sans le vouloir, nourrissent le problème. D'ailleurs, on sait tous que ça n'est pas par hasard que telle personne ou telle personne est victime de harcèlement, et que c'est plutôt parce qu'il y a certaines personnes qui se comportent plus d'une manière où les harceler est facile, on pourrait dire, quelque part. Alors, donc, la deuxième étape d'intervention, je vous l'ai expliqué, on va décoder, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, et puis on va débloquer, parce que notre visée est quand même le changement. Et ça, c'est important de le dire, on est vraiment dans une approche qui vise un changement. Comment est-ce qu'on va débloquer les choses? Comment est-ce qu'on va rompre ce cercle vicieux? Alors, on va utiliser les recadrages, les métaphores, c'est-à-dire qu'on va faire voir les choses autrement à la personne. On va essayer de faire bouger les choses dans sa tête. Donc c'est intéressant parce que vous allez voir qu'on va aussi utiliser les tâches qui vont faire bouger les choses au niveau de l'expérience, mais on veut faire bouger aussi les choses dans la tête, donc en posant des questions. Est-ce que ça fonctionne quand vous faites ça? Alors ça paraît idiot parce que c'est une évidence pour nous que ça ne fonctionne pas, sinon la personne ne serait pas là en face de nous, mais pour nous c'est important de valider que ça ne fonctionne pas et de lui faire valider que ça ne fonctionne pas, lui faire prendre conscience que ça ne fonctionne pas, puisque notre objectif va être que la personne arrête de mettre en place des choses qui ne fonctionnent pas, voire qui maintiennent, voire qui aggravent et nourrissent le problème. Que gagnerait, bon par exemple je veux changer mon mari parce que je trouve qu'il ne fait pas assez de choses à la maison, il est trop passif, c'est toujours moi qui prends les choses en main, que gagnerait votre mari à en faire plus? Et on se rend compte que il ne gagnerait pas grand-chose, il en ferait plus et c'est tout. Et donc on fait prendre conscience à la personne que l'autre n'a rien à y gagner, que pour l'instant il n'a pas de raison de bouger. Et puis ce qui va être intéressant, c'est de dire, donc on va essayer de faire en sorte que ça devienne pénible pour lui d'une certaine manière de ne pas bouger, puisque c'est ce que vous voulez, c'est qu'il se bouge plus. S'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de changement. Et puis, on va utiliser les tâches. Alors ça, c'est vraiment notre dada, j'ai envie de dire, les tâches. C'est le fait de proposer une expérience concrète à la personne, qui soit nouvelle, qui lui fasse vivre émotionnellement quelque chose de différent, qu'elle sente que, wow, j'ai pu dire non, et c'est passé. La personne, l'autre ne m'a pas injurié, s'est pas détaché de moi, je suis pas complètement quelqu'un qui est complètement déçu et qui me renvoie un truc très négatif, pas du tout. J'ai pu dire non et c'est passé. Et donc ce sont des expériences ultra importantes à faire à la personne, mais parfois on peut pas toujours, et souvent on ne peut pas amener la personne à dire non de but en blanc. Elle vient pour chez nous parce qu'elle n'arrive pas à mettre ses limites, etc. Ce serait facile de pouvoir lui dire tout de suite, dites non et vous allez voir comment ça se passe, etc. On va devoir utiliser des recadrages, lui montrer que chaque fois qu'elle dit oui, elle appelle les gens, elle incite les gens à la solliciter d'autant plus. Et donc ça va être important. Ça va être de pouvoir vraiment lui faire ressentir par les recadrages ou des métaphores le fait qu'elle maintient le problème pour après l'aider à vivre cette expérience émotionnelle en passant à l'action. Donc il y a vraiment une action qui est demandée à la personne. On va vraiment viser à la faire bouger par l'expérience. C'est ce qu'on va appeler le virage à 180 degrés. Alors, son objectif, ça va être de bloquer ce qu'on va appeler les tentatives de régulation. C'est tout ce qui est mis en place pour essayer de réguler. Donc, quand j'ai mon enfant, je vais reprendre un exemple avec un enfant, j'ai mon enfant qui a peur, il est là et il me dit j'ai peur d'un monstre, etc. Qu'est-ce que je fais? Je dis mais le monstre n'existe pas, mon chéri, ça va aller, etc. Ne t'en fais pas, je suis là, etc. Soit ça marche et c'est super, et on est dans une régulation, j'ai régulé mon problème, soit mon enfant commence à argumenter, mais si, etc. Ou bien même à l'intérieur de sa tête, il se dit maman ne sait même pas qu'il y a un monstre, et elle ne prend pas conscience du danger, et ça l'angoisse encore plus. Et donc c'est intéressant de se dire que voilà, on met des actions en place de manière spontanée. Quand je veux dormir, je sens que je vais pas bien dormir, etc. Je me dis oh là là, je prends une tisane qui me fait du bien, je dors bien, c'est régulé. Je prends une tisane, mais ça va pas mieux. Je suis en train de me dire il faut que je sois en forme pour demain, il faut que je dors, et ça va pas mieux. À un moment donné, je suis dans ce qu'on appelle une tentative de régulation, c'est-à-dire un moyen de régulation qui échoue. Et on va les bloquer, on va arrêter, parce que pour nous, ces tentatives de régulation sont justement ce qui maintient le problème.
Et donc, c'est une phrase connue de Václavic, hein, le problème, c'est la solution. Et c'est la solution mise en place par la personne qui fait que le problème se maintient. Donc, comme quand je rassure un enfant qui n'entend pas ses réassurances et a besoin toujours de contre-argumenter et qui donc est de plus en plus anxieux. Comme quand je m'efforce de dormir et je me dis il faut que je dorme, et que ça fait monter plus de stress et de pression, et que donc je dors encore moins. Donc il y a plein d'exemples comme ça, évidemment, on en trouve pour chacun de nos patients. Finalement, on essaye de trouver comment il se met dans cette boucle, dans ce cercle vicieux qui maintient son problème, alors que lui essaye de s'en sortir. Et donc, on va proposer des tâches à 180 degrés, un passage à l'action, et faire exactement l'inverse. C'est ça le virage à 180 degrés de ce qui était fait avant. Puisque ce qui était fait avant maintenait, voire aggravait le problème, en faisant l'inverse, la personne ne pourra plus le faire. Donc c'est important de le dire, la solution, ça n'est pas de faire l'inverse, la solution c'est d'arrêter les tentatives de régulation, les bloquer comme on note là. Mais pour les bloquer, la manière qui a été imaginée par les précurseurs de ce modèle de Palo Alto, c'est de faire l'inverse en se disant quand je fais l'inverse, je ne peux pas faire en même temps une chose et son inverse quelque part. Et puis, il y a une consolidation, parce que le changement chez nous, il va quand même relativement vite. Et donc, il y a l'importance de consolider le changement, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il dure, qu'il tienne dans la durée. Et pour ça, on va aussi avoir une phase où on va permettre à la personne de prendre conscience de ce qui s'est passé. On a fait un changement, une expérience émotionnelle, la personne a dit non, etc. Et puis, on va travailler sur le fait de comment elle pourrait retomber dans un piège et redire oui à tout le monde, qu'est-ce qu'elle pourrait faire elle pour revenir en arrière, etc. On va lui faire prendre conscience de ce qu'elle a acquis pendant les expériences qu'on lui a proposé de vivre avec la thérapie ou avec le coaching. J'insiste que c'est vraiment les deux. Alors, ça c'est le modèle de Palo Alto, c'est le gros morceau pour que vous ayez une belle explication de ce modèle. Virage. Virage apporte quoi en fait finalement? Pourquoi virage? Voilà, quel est l'intérêt? Alors virage d'abord, ce sont les émotions. On a centré, vous le voyez dans le logo, les émotions sont très présentes. C'était pas le cas. Le modèle de Palo Alto de base, en fait, ne parlait pas des émotions. Le modèle de Palo Alto de base, même, moi quand j'étais formée, je me rappelle quelqu'un qui dit oui et que ressent le patient, etc. dans la classe de formation, là, pendant la formation. Et le formateur qui dit on s'en fout de ce que ressent le patient, on s'en fout. C'est pas ça qui est important, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il vit, c'est comment ça se... Or, en fait, pour nous, chez Virage, c'est faux. Les émotions sont notre moteur. D'ailleurs, c'est bien l'étymologie du mot émotion. Les émotions sont notre moteur et on va du coup les utiliser. Alors d'abord, on va travailler dessus parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de leurs émotions. Les émotions peuvent être une souffrance quand même. Et puis, on va les utiliser aussi stratégiquement. On va se dire, si on veut faire bouger quelqu'un de telle manière, on va essayer de le faire passer de la peur à la colère, etc. Parce que pour nous, c'est capital. Alors, virage, c'est aussi le mapping, et c'est pas une des moindres choses. Donc, on a vraiment travaillé et développé ce mapping, qui est un dessin de ce qui se passe. Et donc, on apprend dans nos formations aux participants à le dessiner. Alors, parfois, c'est très simple. Vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples. C'est pas trop compliqué, mais parfois c'est plus compliqué, et donc voilà, il y a vraiment un apprentissage à dessiner comment on est en interaction avec le monde, quelles réactions, quelles actions du monde créent chez nous tentatives de régulation qui maintiennent un problème, comment on a des symptômes, donc je parlais de l'insomnie, ça peut être la crise d'angoisse, des TOC, etc., comment est-ce qu'on les gère, comment est-ce qu'on a des émotions qu'on gère aussi, qu'on essaye de réguler et qu'on régule plus ou moins. Donc à certains moments, on les régule très bien, mais à d'autres moments, c'est moins bien. Comment est-ce qu'on a des pensées aussi, comment on essaie aussi de réguler, je pense tout le temps à telle chose, comment est-ce que je fais, j'essaye de chasser, je plonge dedans, mais voilà, comment est-ce qu'on essaie de réguler. Et puis, dans le mapping, il y a aussi l'entourage bienveillant, donc vous avez le petit smiley qui montre que c'est l'entourage bienveillant, ce ne sont pas les gens qui nous posent de problèmes, ce sont les gens qui essayent de nous aider, mais qui parfois, sans le vouloir, font aussi des tentatives de régulation. Alors, la recherche pédagogique, donc ça nous tient vraiment à cœur chez Virage. On a tous, je pense, vraiment une intention pédagogique. Donc, on se réunit régulièrement pour essayer d'améliorer la manière dont on propose les choses, nos exercices, la pratique. Est-ce qu'on commence par la théorie? Est-ce qu'on fait des exercices et puis on fait... Voilà. Et donc, c'est très travaillé, j'ai envie de dire. C'est très développé. Et voilà, c'est une fibre que j'ai envie de dire presque toute l'équipe a. Alors,
disponibilité aussi. Donc, on a nous, on est disponible, les formateurs sont assez disponibles. Et en plus, il y a le lundi démotivé, c'est-à-dire que le lundi, vous avez un lundi par mois où vous pouvez être en contact avec moi et je réponds à toutes vos questions. Il y a des intervisions entre vous, donc c'est des choses gratuites, mais qui vous permettent de développer entre vous des moments et des réflexions. Il y a un podcast aussi qui nourrit, il y a des articles, tous les mois il y a un article d'un formateur, voilà. Donc la newsletter, je vous encourage, même si vous ne faites pas de formation, à vous y inscrire parce que vous allez avoir cet article qui va être partagé, des vidéos YouTube, enfin voilà, il y a beaucoup sur Instagram, vous avez aussi pas mal de contenu, des petites vidéos, on essaie de tenir le rythme, on va voir ce qu'on peut faire, mais des petites vidéos de 90 secondes, donc c'est vraiment pas très long, mais qui essayent d'aller sur un point, donner des métaphores pour tel thème, etc. Et donc c'est vrai que voilà, on essaye vraiment de développer sur Facebook aussi. Et puis il y a, une fois que vous êtes participant, il y a un groupe Facebook pour les participants, vous pouvez poser vos questions, etc. Donc voilà, on essaye d'être disponible et vraiment d'apporter des choses. Et la bienveillance, alors la bienveillance, c'est pas nous qui le disons, ce sont des échos qu'on a, des retours qu'on a, parfois en contraste avec d'autres écoles, parfois simplement, voilà, on a vraiment ce retour-là sur les formations, parce que pour nous, c'est vrai que c'est important quand on apprend d'être en confiance, de pouvoir oser se lancer, de faire des choses, des exercices qui sont pas toujours faciles à faire devant d'autres, et si le regard du formateur est bienveillant, et du coup du groupe, parce qu'on a vraiment, en général, on a souvent des retours, ce groupe-ci était spécialement génial, mais nous, on se rend compte qu'on l'a très souvent et que c'est souvent le cas. Donc, nos participants sont ceux qui en parlent le mieux, mais évidemment. Donc, sur le site, vous avez, si vous allez en haut à droite, un onglet témoignages. Et donc, vous avez pas mal de témoignages de personnes qui sont psychologues, coachs, qui ont fait une reconversion professionnelle. Enfin, vous avez beaucoup de témoignages différents. Ben, ici, il y en a un que je vous parle. Moi, je m'appelle Denise Van Damme et je suis psychologue et sociologue. Je donne cours à l'Université de Namur. Et voilà, je vais m'installer comme thérapeute. En fait, ce qui me vient à l'esprit, donc, c'est la qualité, la compétence et en même temps la bienveillance des formateurs et formatrices. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de hyper important pour moi. L'expérimentation, le fait qu'on jouait des jeux de rôle tout le temps. La confiance qu'il y avait dans le groupe aussi pour le faire. Et puis aussi, quand même, la systématisation. Moi, j'ai besoin que... à partir peut-être d'une démarche inductive où on expérimente, qu'à un moment donné, il y a quand même une théorisation, une formalisation, comme un porte-manteau qu'on propose, donc comme une colonne vertébrale de théories, de concepts qui sont reliés de façon structurée. Donc moi, j'ai besoin à la fois de la structuration et puis de l'expérimentation. Et ce sont en fait les deux choses-là que j'utilise dans mes cours aussi, que je donne, mais j'ai retrouvé ça chez Virage aussi. Pardon? Non. Et puis une dernière chose quand même, parce que c'est quelque chose auquel je suis hyper attentive, c'est en fait tout ce sentiment d'appartenance, le fait de sentir appartenir à cette communauté, un petit peu communauté Virage, puisque à force de suivre les modules, de revoir les formatrices, les formateurs, d'autres personnes, donc ça crée quand même quelque chose... un plus sur le plan émotionnel quand même. On se sent appartenir. Et voilà un autre témoignage, après celui de Denise, voilà, de quelqu'un qui explique comment elle s'est lancée, voilà, comment Virage... Alors, je sais pas pourquoi ce truc, c'est pas grave. Voilà, comment Virage l'aide aujourd'hui, voilà. Donc, vous avez comme ça une série de témoignages que vous pouvez retrouver sur le site et les avantages du modèle Palo Alto, bien évidemment, puisque c'est ce modèle-là que nous enseignons. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a mon livre, excellent livre, non, je rigole, voilà, il y a mon livre où j'ai voulu reprendre effectivement et présenter le mapping, etc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Et puis, on va aller dans les exemples concrets, quelques cas concrets issus de notre pratique. Alors, le premier, c'est un cas de harcèlement. Voilà, Tom est harcelé, donc voilà, comment on dessine, c'est ça qui est important pour nous de vous montrer, c'est comment on dessine. Donc, ouais, il vit du harcèlement, donc il a un gamin qui le harcèle.
Qu'est-ce qu'il fait? Il l'évite, il se cache aux toilettes, etc. Il a même dit à l'autre, arrête, c'est pas gentil, on peut pas être méchant comme ça et tout ça. Il se plaint, ça peut être la maman ou la prof, on a différents tomes. La personne intervient éventuellement aussi sur l'enfant qui harcèle, et on sait que l'émotion qui est là, c'est la peur. Et donc, on va travailler avec lui sur le fait qu'il puisse se défendre. Et donc, voilà, ici, on va voir par exemple qu'il peut dire, je suis peut-être gros, mais je pense que tu es alors amoureux d'un gros, car tu me cherches à chaque récré. L'idée, ça va être de rendre le harcèlement désagréable pour lui, pour l'autre, pour celui qui harcèle. Et donc, on va voir comment il peut faire autre chose que de dire non, ne le fais pas. Il va vraiment réagir à 180 degrés, c'est-à-dire qu'au lieu de s'enfuir, au lieu de dire arrête, il va dire tu peux continuer, moi je pense que tu es amoureux de moi en fait. Ce qui va évidemment changer la donne et la lecture de l'interaction. Alors, avec la prof ou la maman, avec la maman par exemple, on peut aussi en parler pour qu'elle l'aide à s'exercer, mais qu'elle ne s'en mêle pas, qu'elle l'aide à s'exercer à réagir différemment, qu'elle l'aide à s'exercer à dire sa phrase ou une autre phrase, ça peut être ça peut être aussi oui, toi tu me trouves gros, moi je trouve que toi t'es bien, t'as de la chance d'être mince comme ça, des choses comme ça peut être le compliment qui est utilisé, on l'utilise beaucoup dans les situations de harcèlement, parce que c'est vraiment une force aussi, et c'est une autre manière de réagir, donc c'est important. Et puis, je vais encore bouger ma tête, hop. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, pour Tom, il y a un véritable apprentissage qui se fait, c'est-à-dire qu'il est responsabilisé, et c'est lui, il se rend compte qu'il est capable de se défendre, alors qu'avant, il pensait qu'il n'était pas capable, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va chercher l'adulte. Et en fait, dans le harcèlement, c'est une des problématiques, c'est que quand l'adulte intervient, même si ça marche, et que ça cesse, parce que ça arrive tout à fait que ça marche, l'enfant n'a pas appris qu'il était capable de se défendre, et il a même appris qu'il n'était pas capable de se défendre, et qu'il fallait que quelqu'un d'autre intervienne. Alors, des TOC, une autre situation, Élodie a des TOC, elle a besoin de tout vérifier, donc ma tête est de nouveau pas bien mise, voilà, elle a peur de tout, elle vérifie que les toilettes sont fermées parce qu'elle a peur que des rats sortent, elle vérifie que le gaz est fermé le soir avant d'aller dormir, avant d'aller dormir, en fait, elle fait un tour pas possible dans sa maison. Donc, voilà. Non, je vais pas me mettre là parce que je crois que ça va venir aussi. Elle essaye de pas ressentir cette peur. Elle veut pas y penser. Elle veut même pas imaginer un seul instant que ça se passe. Elle est vraiment en panique. Elle a donc des tocs de vérification et c'est pour ça qu'elle consulte. En fait, elle consulte pas pour sa peur. Elle trouve sa peur normale. Elle consulte pour ses tocs au départ. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande de l'aide à son mari, et son mari l'aide. Il participe à ses tocs, il va vérifier pour elle, etc. En faisant ça, il croit l'aider, mais en réalité, il est en train de lui envoyer le message « Tu as bien raison d'avoir peur, puisque je vérifie aussi ». Par rapport à ses tocs, elle essaye de ne pas le faire, elle se dit le soir dans son lit « Je ne dois pas y aller, et puis elle y va quand même, c'est pas possible autrement. Et donc, ce qu'on va proposer, c'est de retrouver un choix, et on va lui dire « Voilà, qu'est-ce qui vous paraîtrait normal ?» Alors elle me dit, donc c'est une de mes patientes, elle me dit voilà, si j'allais vérifier une fois, ça me paraîtrait normal. Le problème c'est que je retourne, je sors, je vais dans mon lit, je me dis mais oui, je sais que j'ai déjà vérifié, mais je suis quand même obligée de retourner encore. Et donc on lui dit voilà, soit vous allez une fois, soit vous êtes obligé d'aller 3 fois. Moi je lui dis voilà, 3 fois, vous rentrez chaque fois dans votre lit puis vous sortez. On peut même faire 5 fois, ça dépend un peu de ce qui se fait déjà au départ. Par rapport à son compagnon, on demande qu'il n'intervienne plus. Et on va donc l'aider à avancer dans les tocs. On peut aussi, par rapport à la peur, je l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on peut aussi travailler sur le fait d'éviter de la ressentir en lui faisant traverser sa peur, en lui faisant imaginer ce qui se passerait si elle a peur. Si ça se passe, s'il y a une fuite de gaz. J'ai perdu mon boulot, j'ai perdu le boulot de mes rêves, j'adorais mon boulot et je suis tout le temps en train de penser à ce boulot, ça me hante. Je suis triste, évidemment, puisque on parle de perte. Souvent, quand on parle de perte, on parle de tristesse. Et j'en parle autour de moi, et mes amis me disent « Mais tu vas retrouver quelque chose, tu vas voir, ça va être aussi bien, elle sera peut-être même mieux, tu n'en sais rien, c'est une opportunité. » Et j'essaie de ne pas penser à ça, parce que ça me fait trop de mal. Très souvent, évidemment, quand on est triste et qu'on a des pensées de tristesse, on essaie de les chasser. C'est pas agréable d'être triste. Ce qu'on va proposer à 180 degrés. Donc, on n'est pas en train de dire, et je le répète, que c'est mauvais d'en parler à ses amis dans l'absolu, que c'est mauvais de chasser ses pensées ou de se distraire. Mais quand les gens viennent consulter, c'est que ça marche pas. Et quand ça marche pas, on va proposer autre chose.
Donc, on va proposer de convoquer les pensées, d'écrire des lettres en disant « Oui, je suis tellement triste », d'écrire des lettres à son ancien boss, si c'est ça, si c'est une des personnes qui est triste d'avoir quitté, au boulot lui-même, en disant « Oui, je t'adorais, ça cochait toutes les cases, etc. » Et puis, on va demander aussi d'en parler moins ou de choisir une personne qui va vraiment écouter sans répondre pour ne pas avoir des avis, des conseils qui font qu'après, j'y repense encore et je me dis oui, et les autres ils disent ça, mais ils se rendent pas compte que, etc. Donc, c'est vraiment important de trouver une personne ressource pour pouvoir en parler parce que souvent, on a besoin d'en parler, mais qui va ne pas y répondre, qui va écouter d'une écoute active et bienveillante. Voilà quelques cas issus de notre pratique. Alors l'hypnose, dans notre approche, on utilise aussi l'hypnose. C'est pas une obligation. Moi, je travaillé pendant 10 ans, 12 ans, je crois, sans l'hypnose, mais c'est un plus. Et donc voilà, on a Erickson en référence, c'est vraiment l'hypnose ericksonienne, l'hypnose développée par Erickson, une hypnose assez conversationnelle. On va aussi enseigner l'hypnose formelle, parce que qui peut le plus, peut le moins, on trouve que c'est intéressant, mais on va surtout développer la partie conversationnelle, parce que dans l'hypnose conversationnelle, à tout moment, on sait où en est notre patient. Il n'est pas juste là à l'intérieur et qu'on ne sait pas trop et qu'on parle, mais peut-être qu'on n'est pas en accord, on est à tout moment connecté à lui. Alors, cette hypnose, elle va être dans la logique du 180 degrés, donc dans la logique de Palo Alto. C'est un peu notre spécificité, c'est que beaucoup de formations en hypnose vont dans la logique d'une hypnose qui va essayer de résoudre le problème, mais qui parfois est une tentative de régulation pour nous. Or ici, on est dans la logique 180 degrés. L'idée est vraiment de faire vivre une expérience émotionnelle à la personne en séance. Donc, que la personne puisse vraiment presque avoir fait sa tâche en séance, en quelque sorte, et c'est ce qui fait que l'hypnose accélère le processus. Et donc, l'hypnose, spécifiquement pour les traumas, évidemment, c'est génial. Pour tout ce qui est gestion des émotions, dans le cas de deuil et des choses comme ça, pour la douleur et pour les addictions. Voilà pour l'hypnose. Et j'arrive au bout. Le parcours, je vais vous le faire assez rapidement parce que vous allez avoir l'occasion normalement de poser des questions et d'avoir des réponses sur le parcours. Donc le fondement de tous nos parcours, quoi que vous fassiez chez Virage, vous entrez par l'étape 1 ou par l'intensif qui représente l'étape 1 et l'étape 2. Vous avez ce parcours sur notre site, c'est important de le dire, sur la page d'accueil du site. Pas si vous êtes sur un téléphone, mais si vous êtes sur une tablette horizontale ou sur un ordinateur, vous descendez un peu et vous avez ce parcours avec tous les modules cliquables. Et dès que vous cliquez, vous avez les dates, l'explication du contenu du module, les objectifs du module, les dates, les prix, les lieux aussi, puisqu'on a des formations à Louvain-la-Neuve, à Paris, en distanciel. Donc vous avez tout ça qui est cliquable. Et quand vous avez le petit sigle psy, c'est que si vous êtes psychologue, il y a une réduction de prix, puisqu'il y a une partie du module qu'on se dit que vous avez peut-être déjà vu. C'est pas toujours le cas, mais c'est pas grave. On préfère faire la réduction, que vous soyez satisfait du contenu, que d'avoir l'impression d'avoir payé un truc et de se dire, les autres, ils savaient pas et moi, je le savais déjà. Donc voilà, donc on a adapté la réduction par rapport à la partie qu'on estime qui est déjà connue. Donc c'est le cas pour ce module-là, c'est le cas pour le module sur les émotions. Enfin, il y a quelques modules où il y a une réduction de prix, parce qu'on estime qu'il y a du contenu peut être déjà su, mais vous avez la réduction de prix, mais vous suivez tout le module. Alors, vous avez comme autre porte d'entrée dans le parcours, l'intensif, donc qui représente les 2 étapes. Une fois que vous avez fait ça, cette base, si on peut dire, vous avez accès soit au parcours hypnose, donc là vous pouvez faire le parcours hypnose complet, donc les fondamentaux, les approfondissements, toutes les spécialisations, trauma, dépression, addiction, douleur, etc. Donc ça, c'est le parcours hypnose. Soit vous avez accès à la suite qui est la base des autres parcours, c'est-à-dire tout le niveau 1, base de l'intervention. Donc c'est vraiment, il y a 3 modules en fait, donc le module sur la relation, le module sur la tactique, le module de pratique et mapping, donc on est vraiment dans la pratique. Et suite à ces 5 modules, si on peut dire, vous avez accès à une certification, un examen, si on peut dire, mais on ne va pas exagérer les choses, mais qui vous permet où on vous dit, t'es prêt pour pratiquer ou non. Il
pour nous, c'est important que vous puissiez être validé, parce que souvent, il y a des questions de crédibilité, je ne suis pas psy au départ, etc. Donc, on dit, voilà, tu peux te lancer pour du coaching, tu peux, voilà. Et donc, ça, on dit accès à la pratique supervisée. Nous, on vous conseille, mais ça, même nous, on fait des intervisions mensuelles entre formateurs. Donc, la supervision, c'est quelque chose qui dure toute la vie. Mais pour nous, là, vraiment, il y a un accès à la pratique, mais avec une supervision, évidemment. Et on propose des supervisions de groupe chez Virage. Voilà. Alors, ici, il y a le parcours en thérapie brève, coaching de vie. Donc ça, si vous voulez aller dans ce sens-là, voilà, vous avez tous des modules de perfectionnement et puis un niveau 3 où pendant 2 ans, vous voyez des vrais patients avec une supervision en direct, en live. Et donc, au terme de ça, vous êtes référencé sur notre site. Vous pouvez aussi faire des spécialisations par rapport à ce parcours-là, mais vous pouvez aussi, sans avoir fait le parcours, vous dire, voilà, moi j'ai fait ces modules-ci, j'ai fait cette évaluation et j'ai envie de faire le module sur le suicide, parce que c'est mon cadre de travail, il y a beaucoup ça. Je travaille en psychiatrie, par exemple. Ou bien j'ai envie de faire le couple, les parents, enfin voilà, vous avez une série de modules de spécialisation, ou bien vous avez des modules qui améliore vraiment vos compétences de base, c'est-à-dire comment problématiser, comment gérer les émotions, travailler avec elles, etc. Et donc voilà, ça, ce sont toutes les spécialisations. Et puis, vous avez aussi donc le parcours plus entreprise, coaching dans l'entreprise, avec toutes ces questions autour d'intégrer le contexte de l'entreprise, la spécificité de Palo Alto là-dessus. On a encore eu il n'y a pas longtemps un coach qui disait « est-ce que je dois vraiment le faire » et puis après l'avoir fait en disant « oui, en fait, ça n'a rien à voir, j'ai déjà fait toute une formation en coaching, mais ça n'a rien à voir parce que c'est tellement lié au modèle. » Et donc, c'est vraiment tout à fait enrichissant. Je le dis parce qu'on a souvent la demande, on se dit « je connais déjà le contexte des entreprises ». Mais l'idée, c'est pas de connaître le contexte des entreprises, c'est de voir comment on travaille avec ce contexte et comment on met en lumière les interactions. Et puis, en option, il y a ce qu'on appelle le coaching d'équipe ou Palo Alto collectif. Donc, le coaching d'équipe, c'est vraiment comment j'interviens sur une équipe. Donc ça, normalement, il faut avoir fait ces 2 modules-là. Et là, de nouveau, quand vous terminez ce parcours ici, vous apparaissez sur notre site. Voilà. Et écoutez, merci de m'avoir suivi jusque-là et rendez-vous pour les questions.